Il y a une prématurée par rapport à une autre délibération qu'on doit prendre au préalable. Il y a toute une démarche. Il y a toute une démarche, il y a 3 délibérations à suivre avec mais à 3 conseils différents. Voilà, donc le quorum est atteint, puisque nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 sur 12 à rien pouvoir. Madame Goupy a donné pouvoir à Oriane Jardin. Il faut désigner un secrétaire ou une secrétaire. Donc Madame Lorette sera secrétaire de séance. Merci. Donc, on va passer à la première question, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du mardi 24 octobre que Nolwenn vous a adressé. Avez-vous des remarques sur ce procès verbal? Pas de remarques, donc il est adopté à l'unanimité. Merci. Première question, donc c'est... C'est l'adhésion au contrat de groupe assurance stateur du CDG 22. En commission finance, nous avons accepté cette possibilité, mais pour le reste du conseil, je vais vous expliquer la démarche avant de dire la délibération. C'est que lorsque nous avons un personnel qui soit titulaire ou contractuel, qui est en arrêt maladie ou en arrêt d'un accident, il est rémunéré à hauteur de 90% par la mairie. Et souvent, c'est un arrêt de longue durée, il est remplacé par une autre personne. Et ce contrat d'assurance statutaire permet de rembourser, je dirais, l'argent que l'on donne à notre agent titulaire. Donc ça permet de... Donc, le maire rappelle donc à l'Assemblée que la collectivité a demandé au centre de gestion de la fonction publique territoriale 22 de souscrire pour son compte un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents. Le maire expose que le CDG a communiqué à la collectivité les résultats de la concernant. Vu le code général, alors je ne vais pas vous lire tous les détails que vous avez lus. Considérant la nécessité donc de conclure un contrat d'assurance statutaire pour le personnel, et considérant que ce contrat doit être soumis au code de la commande publique, donc décide d'adhérer au contrat d'assurance groupe des risques statutaires garantissant les frais laissés à la charge de la collectivité à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027, proposé par la CMP Assurance et l'intermédiaire de son courtier Reyins pour les agents, donc les agents titulaires pris en charge dans des indemnités journalières, c'est limité donc à 90%. Je vous lis pas la liste, c'est les décès, les accidents de travail, les maladies, etc. Il y avait 3 possibilités. Une franchise à 15 jours, 20 jours, 30 jours. Dans le contrat précédent, nous étions à 20 jours et on est resté sur 20 jours. La commission a décidé, parce que quand c'est des petits arrêts, c'est pas nécessaire, on ne remplace pas le personnel. À partir de 20 jours, c'est que ça devient plus embêtant, et que c'est plus long, donc là on est parti sur 20 jours. De même que pour les agents non titulaires, on est parti sur une franchise également là on est parti sur une franchise de 10 jours. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat de groupe a été fixée par le conseil d'administration du centre de gestion 22 en sa séance du 30 novembre 2015 à 0,30% de la masse salariale assurée pour le contrat CNRACL et à 0,07% pour le contrat Ircantec. Que les frais du CDG viennent en supplément des taux d'assurance ci-dessus déterminés, que la collectivité adhérente pourra résilier annuellement son contrat sous réserve du respect du délai de préavis de 6 mois par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Donc autorise M. le maire à signer le certificat d'adhésion. Voilà. Mais y a-t-il des questions? Alors déjà, avant aux questions, il y a 2 taux différents. C'est le taux par rapport au personnel titulaire. C'est nous qui payons directement. La sécurité sociale n'intervient pas.
à la différence des personnels non titulaires où la sécurité sociale intervient. Et c'est pour ça que le taux est moins élevé, parce que là, on ne débourse pas, c'est la Sécu qui débourse. Donc, notre cotisation est moins lourde. À la différence, puisque la fonction territoriale, c'est un statut bien particulier qui est déconnecté des services de la sécurité sociale. Donc ça, c'était une précision que je voulais vous donner, mais il y a peut-être d'autres questions. Madame Leray, je vous donne la parole. Ce n'est pas une question, ce que je voulais dire, c'est que la franchise pour les agents CNRACL, le pourcentage est nettement plus important par rapport aux autres années. Et par contre, celle pour les agents IRCOTEC est moins importante. Tout ça parce qu'il est déjà prévu et anticipé l'allongement du durée de cotisation et donc des maladies liées au vieillissement du personnel. Voilà. Donc c'est ce qui explique cette augmentation. Voilà. Très bien. La durée d'indemnisation, il y a une durée limite. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est relativement complexe. Les agents qui sont en arrêt, et on a le cas d'ailleurs, d'agents qui sont en arrêt maladie depuis plus d'1 an, donc là c'est une colle, mais on pourra te répondre un peu plus précisément. Je crois qu'il y a des périodes où c'est 100%, après au bout de 3 mois, je crois, enfin Nolwenn, peut-être que vous pouvez me dire, je crois qu'au bout de 3 mois ça descend, mais enfin, il y a des règles bien précises que je n'ai pas en tête. Et puis il reste plus dans le maladie. Après, il peut y avoir la longue maladie. Alors ça, c'est par exemple pour un agent qui est donc en arrêt de longue maladie, malheureusement pour lui. On a des arrêts de travail liés à des accidents. C'est encore différent quand c'est un accident du travail lié au travail et quand c'est sur la vie privée, donc les prises en charge sont un peu différentes. Mais je n'ai pas les détails des montants et des pourcentages. C'est une machinerie, je dirais, un peu complexe. Est-ce que c'est les mêmes contrats pour les saisonniers? Alors les saisonniers comme les contractuels, les saisonniers et les contractuels sont dans la même, c'est l'IRCANTEC, c'est peut-être leur statut différent, mais c'est le même principe. Qu'une personne travaille comme contractuel à temps plein ou quelques heures par semaine et ou quelques semaines dans une année, les règles sont les mêmes. Et la couverture est la même. Voilà. Y a-t-il d'autres questions concernant cette question? Non. Donc on va mettre au vote. Et qui est pour? Donc tout le monde. Donc, merci beaucoup. Alors, tous les ans, on doit voter le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. C'est ce qu'on appelle la CLEC. Alors, il manque un C d'ailleurs dans l'intitulé, c'est CLECT. C'est les transferts, alors ça concerne la gestion des eaux pluviales urbaines, ça a un rapport avec Dinan Agglomération évidemment, et c'est le transfert de notre compétence que l'on a transmis à Dinan Agglomération concernant les eaux pluviales et concernant les centres de loisirs. Il y avait un centre de loisirs à l'époque à Saint-Jacques, ça a été transféré à Dinan Agglo, et ça concerne les centres de loisirs de Caules, de Créin et de Plus-Maudan. Bon. Là, c'est pareil, il y a un tas de calculs, je vous ai, alors, je ne sais pas, est-ce que on vous a transmis le document, certains l'ont lu, non. On a vu ça en commission, c'est neutre pour la commune, hein. C'est un calcul savant qui est fait par les services, je dirais, comptables de Dinan Agglomération. Bon, les autres années, on les a acceptées, je ne sais pas, avez-vous des questions sur ce sujet-là? Non. Donc, qui est pour? Donc, l'unanimité. Alors, vous savez qu'on était en renouvellement d'assurance, puisque notre assureur Pivio, mais c'est surtout l'assureur allemand qui avait dénoncé son contrat. Ce qui est étonnant, c'est que les assureurs ont le droit de dénoncer quand bon leur semble les contrats.
C'est un contrat qu'on avait ciblé il y a très peu de temps. Donc, deux contrats ont été dénoncés, c'est la responsabilité civile et la dommage ouvrage. Il y a eu consultation, donc on a recontacté notre courtier, qui est le cabinet Arima, qui a fait les procédures, le montage du dossier, et il y a eu donc une consultation faite. On craignait le pire sur ce dossier-là de dommage ouvrage, et on a eu 2 réponses. Et après analyse qui a été faite par le courtier, il s'avère que c'est l'assurance Groupama qui était la plus intéressante par rapport à la SML, la SMALC, une assurance qu'on avait eue précédemment. Pour information, quand même, on payait jusqu'à présent 3 344,54 € d'assurance, mais c'est interne. Et on va passer à 5106,24 €. Ça, c'est pour la partie bâtiment de la commune de mémoire. Et pour le camping, on va passer à 1011,56 €, ce qui va nous faire un total de 6117,80 €. Quand je vous dis les 3344, c'était camping et bâtiments communaux qui étaient compris dans la même enveloppe. Donc on passe de 3344 à 6117,80 €. Voilà. Mais on s'y attendait. Et puis, malheureusement, il faut qu'on s'estime heureux d'avoir déjà retrouvé un assureur, parce que certaines collectivités n'ont plus d'assurance. Ce qui ne va pas sans poser de problème, et notamment pour les petites collectivités comme les nôtres, parce qu'en cas de pataquès, de pépin, je veux dire, on ne peut pas s'en remettre, notamment sur la responsabilité civile. Donc voilà, ça c'est donc l'attribution du marché. L'autre lot sur la responsabilité civile a été infructueux puisque personne n'a répondu. Pour l'instant, on n'avait pas d'assureur. Mais je vais vous expliquer, on a eu des appels téléphoniques et des échanges, on a quand même des bonnes nouvelles et je vais vous en faire part après. Mais on ne va pas délibérer, parce que la délibération n'est pas préparée et qu'on a reçu à 17 h à peu près la notification de ce qu'ils nous proposaient. Donc voilà, vu la délibération autorisant le maire à lancer les consultations suite à l'avis d'appel public à la concurrence publié sur la plateforme Mégaliste, date limite de réception des offres était le 31 octobre 2023 à 12 h. Et à l'issue de la consultation, une seule offre conforme a été reçue s'agissant du contrat dommage aux biens. Le lot responsabilité civile a été constaté infructueux. Le conseil municipal, après en avoir délivré, donc d'attribuer le contrat d'assurance dommage aux biens à Groupama, contrat prenant effet donc au 1er janvier 2024 pour un montant de 6117,80 €, contrat avec une franchise générale de 2 000 €. Donc autorise M. le maire à signer le contrat, etc. Et autorise M. le maire à relancer en procédure négociée sans publicité préalable ni mise en concurrence, article R2122-2 CCP, pour l'attribution du contrat responsabilité civile. Alors je vais revenir sur le contrat de responsabilité civile, mais avez-vous des questions d'abord sur la dommage d'ouvrage? Oui, moi je voulais savoir, parce qu'on parle du coût, mais justement sur la franchise, on avait quel montant de franchise auparavant? Je ne sais pas, mais c'était moins, je crois que c'était 1 000 €. De mémoire, c'était 1 000 €. Alors il faut savoir que sur les autres contrats, lorsqu'on avait renégocié il y a 2 ans à peu près, Madame Le Pivert nous avait effectivement, notre courtier nous avait préconisé de se servir des assurances que pour les gros événements. Tout ce qu'ils appelaient de la bobologie, il ne fallait surtout pas y toucher parce que si on fait marcher l'assurance qui pourrait marcher, ça fait monter notre taux de sinistrabilité. Et si le taux de sinistrabilité monte, les assurances ils se désengagent. Donc voilà. C'est pour ça que quand il y a un pare-brise qu'on pète quand on passe au rotofil et ça arrive malheureusement des fois qu'on a des petits incidents, ben on paye cash, parce que sinon on n'est pas couvert. Mais de mémoire c'était 1 000 €. Et là on est passé à 2 000 €. Moi je voulais savoir pour le camping, qu'est-ce qui payait? C'était non, c'est réparti, c'est le camping qui paye. C'est le camping qui paye. Oui, bien sûr, il y a une clé de répartition. D'ailleurs, c'est nous qui faisons cette clé de répartition, mais c'est Cécile. D'accord.
Donc sur la sur la dommage d'ouvrage ou bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, concernant justement la responsabilité civile, on a travaillé, alors on va voter quand même pour l'attribution à Groupama, qui est pour cette... voilà, donc la minorité, on n'a pas trop le choix. Alors, sur la responsabilité civile, en 2023, notre cotisation était de 6 797,36 €. C'est ce qu'on avait payé. Madame Le Pivert de chez Arima nous a donné un autre courtier, passé le relais à Jassure, qui est un courtier qui est basé à Pornic, et qui a fait une démarche, je dirais, comme je vous l'ai dit après, sans procédure, sans publicité, etc. Ils ont trouvé malgré tout un assureur. C'est 2 assureurs français, parce que les assurances se réassurent. Hein, il y a tout un jeu d'assurance, là c'est compliqué. Pour la petite information, j'attendais il n'y a pas très longtemps à la radio que l'assurance qui réassure les assureurs était en déconfiture, enfin c'était compliqué, notamment avec tous les phénomènes climatiques qu'on rencontre, ce qui veut dire que, y compris les primes pour les communes, mais pour les particuliers, on va se prendre 7 ou 8% vraisemblablement dans les prochaines échéances. Là, on a reçu, donc cet après-midi à 17h33, donc j'ai le plaisir de vous adresser que l'offre d'assurance responsabilité civile, donc pour Saint-Jacques-de-la-Mer, nous sommes sur le minimum de prime compagnie, c'est-à-dire on va passer à 12 000 € hors taxe, c'est-à-dire à 13 580 € cet essai par rapport aux 6 797. On fait une belle plus-value. Il s'agit d'une offre solide. Si elle vous convient, merci de me la retourner signée une fois adoptée en comité. Pour toute question, je reste à votre disposition. Alors, les assurances, c'est 2 assurances, alors ce qu'elle me dit, c'est 2 assurances françaises. Je vais pas marquer là. Où est-ce que je l'avais marqué sur mon papier? Bon, j'ai plus le nom des 2 assurances. C'est pas des assurances qu'on connaît. J'ai plus le nom. Ça vous l'avez pas le nom des 2. Quelque chose comme ça, Monaco, quelque chose. Oui, c'est quelque chose comme ça, mais je l'ai mis quelque part, je ne retrouve pas mon papier. C'est pas dramatique. Bon, c'est pas dramatique, mais voilà, on a malgré tout une responsabilité civile qui va être active à partir du 1er janvier 2024. Et c'est plus une information, on va revenir dessus, hein, si on a reçu ça, qu'on prépare une délibération pour pouvoir signer le contrat avec cette assurance. Voilà ce que je peux vous en dire pour l'instant. C'est Nagico. Voilà. C'est inconnu. C'est Nagico. Alors c'est certainement un inconnu, oui, ça veut dire je ne sais pas quoi, mais c'est des assureurs français. L'assureur plus le réassureur sont français. À la différence de la fois précédente où c'était Pilio, qui était français, mais derrière c'est un Allemand. Donc voilà pour cette question. Mais ça c'était plus une information. Alors, on passe à la question numéro 4, contrat d'attribution de marché CFE. Projet habitat, désaffectation, déclassement de l'espace vert et de place de stationnement rue de la Fosse. Et là, je passe la parole à Madame Boutier-Plesse. Okay. Donc, dans le cadre du projet de construction de logements sociaux rue de la Poste, pour lequel Bernard Habitat a été retenu en tant que bailleur social, suivant une délibération du 18 novembre 2021, une délibération a été prise le 24 octobre 2023 pour désaffecter et déclasser le périmètre concerné par le projet situé rue de la Poste. Néanmoins, l'assiette foncière du projet a été modifiée et il est nécessaire de désaffecter et déclasser le nouveau périmètre du projet qui correspond désormais à l'espace vert, à l'ensemble des places de stationnement existantes
et à une partie de l'espace public situé au nord entre les deux parcelles, AC203 et 709, où étaient situés les conteneurs pour le tri sélectif, qui ont donc été déplacés voilà, au niveau du parking, voilà, tout à fait. Il s'avère nécessaire, selon les dispositions de l'article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, de constater dans un premier temps la désaffectation matérielle des lieux, conditionnant sa sortie du domaine public, liée à la cession de toute activité de service public, et dans un second temps, de prononcer son déclassement du domaine public pour permettre son classement dans le domaine privé communal. Les jeux pour enfants ont été retirés et des barrières ont été posées pour éviter tout stationnement de véhicules, ce qui permet de constater la désaffectation des lieux sur l'ensemble du périmètre du projet. Pour compléter la procédure, un nouveau constat a été établi le 27 novembre 2023 par Maître Bertillon, huissier à Lamballe. Pour ces raisons, la présente délibération va annuler et remplacer la délibération 2023-69 du 24 octobre 2023. Il peut donc être acté le déclassement du domaine public de l'espace vert, d'une partie de l'espace public situé au nord entre les deux parcelles AC203 et 709, où étaient situés les conteneurs pour le tri sélectif, et de l'ensemble du parking, le tout situé rue de la Poste, pour un reclassement dans le domaine privé de la commune de Saint-Jacques-de-la-Mer. Est-ce que vous avez des questions avant que continue? On a largement, largement parlé. Nous avons Donc, considérant que les lieux sont libres de toute occupation, il est proposé d'annuler et remplacer la délibération 2023-69 du 24 octobre 2023, de constater la désaffectation du domaine public de l'espace vert, de l'ensemble des places de stationnement existantes et d'une partie de l'espace public situé au nord entre les deux parcelles, AC203 et 709, où étaient situés les conteneurs de tri sélectif, le tout situé rue de la Poste, et d'approuver le déclassement des lieux du domaine public communal pour les faire entrer dans le domaine privé de la commune. Donc le conseil municipal, après avoir délibéré, annule et remplace la délibération 2023-69 du 24 octobre 2023, constate la désaffectation du domaine public de l'espace vert, ce que j'ai déjà cité auparavant, et approuve donc le déclassement des lieux du domaine public communal pour les faire entrer dans le domaine privé communal, et autorise donc le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on passe au vote? Donc je propose de passer au vote. Alors, qui est pour? Merci. Donc on va passer à la question numéro 6, qui est l'engagement de la commune auprès du bailleur social Terre d'Amour Habitat, puisque c'est le bailleur qui a la charge, on a confié la charge de la construction de ce bâtiment, des logements. Donc, concernant le projet de construction de logements sociaux rue de la Poste, le bailleur social Terre d'Amour Habitat a été retenu suivant une délibération du 18 novembre 2021 dans le cadre du projet. Il est convenu que le bailleur social prend en charge les frais divers d'études et de démolition de la caserne. Néanmoins, si le projet ne devait pas aboutir pour quelques raisons, la commune s'engage à prendre en charge les frais cités ci-dessus. Considérant à ce jour que Terre d'Amour Habitat a mandaté un architecte qui a établi les plans, a effectué des études de sol et a obtenu le permis de démolir de l'ancienne caserne. Il est proposé donc que la commune s'engage à prendre en charge les frais divers déjà engagés concernant les études si la commune décide d'interrompre la poursuite du projet, et que la commune s'engage à prendre en charge les frais de démolition de l'ancienne caserne si la commune décide d'interrompre la poursuite du projet. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, s'engage à prendre en charge les frais divers engagés concernant les études si la commune décide d'interrompre la poursuite du projet, s'engage à prendre en charge les frais de démolition de l'ancienne caserne si la commune décide d'interrompre la poursuite du projet. Avez-vous des questions sur cette question? Madame Jardin. Alors, je ne comprends pas très bien en fait cette délibération. Tout d'abord, ce qui me dérange, c'est ne devait pas aboutir pour
raisons. Alors, quelles pourraient être ces raisons et qui est à l'initiative de cette demande? Est-ce que c'est nous qui prenons l'initiative? Alors, pour répondre à la question, elle est pertinente et je peux y répondre évidemment. Pourquoi cette démarche jusqu'à présent avec Terre d'Armor Habitat, à part la délibération à qui on a confié donc la réalisation du projet, pour l'instant contractuellement il n'y a rien eu fait, notamment sur le bail, c'est pas amphithéotique, c'est un bail à travaux. C'est pas engagé parce que pour engager ce bail et donc avoir un contrat, un lien plus fort avec Terre d'Armor Habitat, il faut qu'un certain nombre de procédures soient faites. Donc on n'en est pas là. Maintenant, on a un certain nombre de recours d'ailleurs, c'est pour ça que la délibération précédente a été, on est sur la 3e fois sur le déclassement du domaine public dans le domaine privé d'un certain nombre de terrains. Il y a des recours qui sont faits, c'est compliqué, et on peut s'imaginer que l'aboutissement va être long. Et donc, Terre d'Armor Habitat, la fin de mandature, c'est dans 2 ans. On espère bien que le bâtiment sera effectif dans les 2 ans à venir, mais au cas où il y aurait des recours possibles au tribunal administratif, jusqu'à présent, c'était des recours gracieux. Mais s'il y a un recours au tribunal administratif, ça nous prend 1 an dans la vue, facilement, de recours, de temps d'analyse. Si les pétitionnaires sont dédoutés, ils peuvent faire appel et ça part au tribunal administratif, donc en cour d'appel à Nantes. On en reprend pour 1 an. Ça veut dire qu'on est en fin de mandature et il suffirait que la mandature suivante ne poursuive pas le projet. Terre d'Armor Habitat a souhaité se garantir, se couvrir par rapport au fait qu'ils ont engagé. C'est leur demande, quelque part. Mais ce ne serait pas de l'autre fait. Enfin, on ne les engagerait pas sur le projet, ce serait une décision. C'est pas nous, mais c'est la commune. C'est la commune. C'est pas notre conseil. Oui, non, mais ce serait une décision judiciaire. C'est pas la commune qui, d'un coup. Au stade où on en est actuellement, il n'y a rien qui est dans le projet. Je me rappelle qu'il y a une pieuvre. Pas tous à la fois. Qui veut parler? C'est bon, je te fais. Non, si vous voulez, actuellement, il n'y a rien de contractuel entre Terre d'Armor Habitat et la commune. Terre d'Armor Habitat a fait travailler un architecte, donc forcément il y a des honoraires à payer. Ils ont fait des études de sol, justement pour que l'architecte puisse faire en sorte que les fondations soient d'une certaine consistance, etc., pour tenir par rapport au sous-sol. Donc ils ont engagé des frais, ils ont bien eu vent qu'il y avait des recours et que c'était compliqué. Ils se sont dit, ils ont ouvert le parapluie pour faire simple, et ils veulent une garantie, c'est que si la prochaine mandature devait se désengager, ce qui pourrait se faire, et ils n'auraient aucun recours, sauf si on accepte de voter ce que l'on vient de dire actuellement, enfin, cet engagement à rembourser les frais, quoi. Parce que sinon... Alors, c'est ce que dit Oriane, si c'est une décision judiciaire, est-ce que cette délibération tiendrait? Non, il y aura alors, il y a 2 choses. Il y a les recours. Il y a des recours sur le déclassement des terrains du domaine public vers le domaine. Donc, à mon avis, ça n'ira pas forcément plus loin. Mais lorsque le permis va être déposé, c'est-à-dire en début d'année, vraisemblablement, il peut y avoir, comme sur beaucoup de dossiers sur Saint-Jacques, il y a des recours quasiment systématiques qui arrivent. Bon. À partir de ce moment-là, il y a toute une procédure. Alors après, effectivement, là, si le dossier ne tient pas la route et que le tribunal juge que le dossier n'est pas recevable, ce n'est pas du fait de la commune, et là, effectivement, il n'y a pas de remboursement. C'est si il y a des recours potentiels qui sont en cours, que la mandature se termine et que les recours ne sont pas arrivés à leur terme, et que la mandature suivante dit on abandonne tout, là c'est un abandon de la commune et c'est pas la même chose que si c'est un jugement qui dit le projet il tient pas la route, quoi. Je sais pas si je réponds encore. Oui, parce qu'en fait, s'il y a des recours judiciaires, la justice ne dit pas d'abandonner, quoi. Ils peuvent demander d'abandonner. Dans certains cas, il y a des jugements qui annulent des décisions qui ont pu être prises, des dépôts de permis qui ont été délivrés, etc. Ça peut arriver. Hein.
Il n'y a pas forcément d'exemple sur Saint-Jacques, mais sur certaines communes, ça perdurait. Après, il peut y avoir des demandes de modification du permis sur un certain nombre de critères, quoi. Et là, aujourd'hui, on connaît un peu les coûts justement liés aux études d'architectes, études de sol et la démolition de la caserne. La démolition, on n'a pas les coûts, mais on peut penser que c'est l'ordre de entre 15 et 20 000 euros. A priori, ça serait dans les 20 000 euros la démolition, si on devait la communiquer nous-mêmes. C'est renseigné par rapport à des entreprises, c'est autour de 20 000 euros. Et les frais, alors après, il y a les frais, les sondages. Je pense qu'en gros, Terre d'Armor Habitat, je ne pense pas me tromper en disant qu'ils ont dû engager déjà à peu près 30 000 euros, quoi. Même si la démolition de la caserne n'est pas effective, mais enfin en imaginant qu'elle soit déjà effective. Mais ils ont engagé des frais sans qu'il y ait de contrat encore réellement. C'est simplement au vu de la délibération qu'on a prise en leur confiant la mission de construire les 16 logements, quoi. Ce qui me paraît un peu logique, on leur demande de s'engager dans les travaux. Pour le moment, on va passer ça au conseil. Donc ça me paraît logique qu'ils demandent une petite garantie quand même, que si on décide la semaine prochaine d'arrêter le truc, qu'on leur rembourse au moins les frais. La caserne, qui arrive à un moment donné, il faudra sûrement la détruire. Donc ça, voilà. Après, c'est plus les frais de géomètre, de tout ça. Non, pas de géomètre, de fondation, enfin de forage, voilà, chercher, qui veulent se faire rembourser et les études éventuelles, quoi. Et ça me paraît un petit peu logique parce que ça peut être, comme tu l'as dit, si c'est d'autres élections d'autres personnes qui veulent l'arrêter, ils veulent quand même être une petite garantie. Ça ne se prend pas trop tant que les frais restent raisonnables, ce qui va l'air d'être le cas puisque ça englobe que ça. Oui, par rapport à un projet comme ça, si tu veux, un projet comme ça, c'est... Et si on refusait, qu'est-ce qu'il en est? Il n'y a pas de projet pareil. D'accord, ils oui, ça veut dire qu'on serait vraiment opposé au projet. D'ailleurs, là, bon, lorsqu'ils vont déposer le permis, s'il y a des recours et tout, ils ne vont pas engager aucun travaux. Ils vont attendre que tous les recours soient purgés. Il faut que ce soit purgé parce que ça démarre souvent avec un recours gracieux. Donc quand le permis est déposé, il y a un pétitionnaire à 2 mois pour faire un recours gracieux. Souvent les gens attendent 2 mois, comme ça gagne déjà 2 mois. Une fois que le recours gracieux, nous on a 2 mois pour répondre, donc on peut répondre plus rapidement. Et une fois que le pétitionnaire a une réponse par rapport négative sur le recours gracieux, il a 2 mois encore, en général il attend les 2 mois pour gagner encore un peu de temps, et puis il fait son recours au tribunal administratif. Et là on en prend pour 10 mois, 12 mois, enfin ça dépend, ça peut être long, quoi. Je vais juste rajouter un truc, moi je suis un peu surpris qu'on attaque ce genre de projet. Après c'est l'histoire de mon besoin d'un bout, parce qu'il faut savoir quand même que ça va mettre 16 logements, donc de toutes sortes de familles, personnes, et que l'école, dans les 2 ans à venir, il y a 20 élèves qui vont partir, qui vont aller en sixième. Il va falloir repeupler un peu l'école. Donc c'est le genre de projet qui est porteur pour ramener les enfants sur la commune. C'est un peu triste. Donc je suis très surpris, très déçu qu'on attaque ce genre de projet. Oui. Je peux rajouter, moi ce qui me paraît bizarre, c'est que j'ai entendu dire que la racaille allait arriver à Saint-Jacques. Sauf que 80% des Français peuvent prétendre venir dans un logement social. Donc je suis un peu étonnée que 80% des Français correspondent à de la racaille. Et ça, je peux vous le confirmer, on en a dit 2 fois déjà. Et des fois plus tard que cette semaine. Oui, et moi qui habite derrière, on m'a dit, ben dis donc, tu vas te barricader, hein. Voilà. Oriane, une autre question. Non, alors c'est juste pour reprendre par rapport à la délibération. Moi, ce qui me gêne, c'est quand même qu'on soit sur n'importe quelle raison, pour quelconque raison. C'est quand même très très vaste et... Ça va être difficile de préciser, je pense. C'est ça le problème. Est-ce qu'on ne modifierait pas notre... Parce que quelconque raison, moi, c'est vrai que... Est-ce qu'on pourrait modifier? On peut, un conseil municipal, c'est une proposition de délibération. On a tout à fait le loisir de la modifier. Bon, comment est-ce qu'on pourrait la rédiger? Donc, parce que c'est vrai, une quelconque raison, c'est tellement vague. C'est trop vague pour moi. Et, Ça va être la bonne forme. On ne peut pas trop mettre en cas de changement de complet.
Ben, c'est difficile. On peut aussi tout supposer, c'est néanmoins, si le projet ne devait pas aboutir, la commune s'engage à prendre en charge les frais ci-dessus, comme ça au moins. C'est pour quelques raisons. Si néanmoins, si le projet ne devait pas aboutir, la commune s'engage à prendre en charge les frais ci-dessus. Non, mais c'est pareil, ça revient au même. Ça revient au même. Ça n'arrange pas. Non, c'est très compliqué de avoir exactement les frais. On peut mettre si le projet ne devait pas aboutir du fait de la commune. Si au niveau juridique, c'est pas notre fait. Oui, du fait de la commune. Oui. Ouais. Du fait de la commune. Par décision de la commune ou du fait de la commune. À cause Par décision. par décision de la commune. Donc on met alors néanmoins, si le projet ne devait pas aboutir. Après, est-ce que c'est pas un sujet qu'on devrait, enfin, une question qu'on devrait poser au juridique quand même pour, ça a peut-être été fait d'ailleurs au niveau de l'avocat. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a. Qu'on ne risque pas non plus d'avoir. Ça reste quand même une clause contractuelle à partir du moment où c'est une délibération, je suppose. Donc. Bon, on en a parlé en commission personnelle de ce sujet-là. Mais je trouve ça un peu dommage. On aurait mis juste si le projet ne pouvait pas aboutir. Point. Bah oui, mais si c'est une décision judiciaire, on n'y peut rien. Oui. Ouais. Et dans ce cas-là, est-ce qu'un partage de bail pourrait pas être. Sauf une à ce décision du moment-là, conseil. sauf décision judiciaire. Si le projet ne devait pas aboutir. Oui, il faut enlever la quelconque raison. Non, mais c'est non, mais On n'a pas été là, du fait de la commune, tout simplement. Oui, on peut mettre du fait de la commune. Elle s'engage à prendre en charge les frais cités sur les Pourquoi changer les libéraux, c'est comme ça? Bah oui, on peut. Néanmoins, si le projet ne devait pas aboutir du fait de la commune s'engage à prendre en charge les frais. Et hormis une décision judiciaire. Du fait de la commune ou une décision judiciaire, c'est pas notre fait. Alors, il y a une solution. Si vous souhaitez, on peut la retirer, la retravailler, la représenter au prochain conseil. Est-ce que ça va pas changer? Non. Moi, ça sera, voilà. Non, mais on Après, peut demander l'avis de notre avocat. Oui, mais par contre, est-ce que ça va pas retarder? Mais Lydie, elle a fait ça déjà Lydie a sérieusement. déjà fait toute la procédure et s'est renseignée. Non, mais voilà, je ne suis pas sûr qu'elle a. Hein? Bah oui. En général, elle est assez pareille. Alors, non, mais on peut quand même enlever néanmoins si le projet ne devait pas aboutir du fait de la commune s'engage à prendre en charge les frais ci-dessus. Elle s'engage, ça fait répétition. Oui, parce qu'on remettre monsieur le professeur à côté. Néanmoins, si le projet ne devait pas Est-ce que ça aboutir. convient? moi, je vais m'abstenir sur le point. Je peux comprendre qu'ils demandent, enfin, qu'ils ouvrent le parapluie, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement, mis à part l'attribution, on n'a pas fait. Voilà, et là, on s'engage clairement sur un truc, donc j'aurais. On s'engage juste à Si on décide d'arrêter le projet. Pareil, logique et d'engager les frais. Ça paraît normal. Après, voilà, on peut. Alors, néanmoins, si le projet ne devait pas aboutir du fait de la commune, Celle-ci s'engage à prendre en charge les frais. On joue sur les mots, monsieur. Non, mais j'essaie de pas faire de redondance. Bon, bah ça y est, c'est bon parce que. On relit la phrase pour que ce soit clair pour notamment Nolwenn. Néanmoins, si le projet ne devait pas aboutir du fait de la commune, celle-ci s'engage à prendre en charge les frais ci-dessus, enfin les frais cités ci-dessus. Voilà, j'avais même fait un lien. Est-ce que ça vous convient là?
Donc qui est pour? Qui s'abstient? C'est pour, ça tient? Oui. Oui. Donc, et il y a donc 2 abstentions et 8 pour. 8. J'étais avec vous. Donc nous passons à la... Oriane et Roselyne. Nous passons à la question numéro 7, tarif du terrain de tennis. Je donne la parole à Madame Boutier-Flès. Alors, des personnes souhaiteraient pouvoir utiliser les cours de tennis en dehors de la période d'ouverture du camping. Or, le tarif de la location d'un cours de tennis voté en 2023 est de 6 € l'heure et de 35 € la saison, et ils sont applicables pendant la saison d'ouverture du camping, à savoir du 1er avril au 30 septembre de chaque année. Donc le tennis fait partie actuellement de la régie du camping, et en dehors de ces dates, aucun tarif n'est appliqué. Il est donc nécessaire de créer un tarif pour occupation du domaine public communal. Est-ce que vous avez des questions? On en avait parlé, t'en as, vas-y. Oui, j'étais pas là à la commission de D'accord. c'est pour ça. Il me semblait qu'on avait dit que c'était un libre accès en dehors des... Alors, oui, sauf que là, c'est un professionnel qui demande Voilà. à utiliser le camping. Comme il vient de faire, c'est une mesure qui vient tous les ans, au mois d'avril et l'été pour donner des cours. Donc c'est un professionnel. Donc il est d'accord pour payer comme tous les ans, mais il n'y avait pas de... Chaque année, il le fait en fait. Mais il se trouve que quand on avait bloqué la période, on a omis de rajouter le reste moment du où temps, il oui, fait il est location. libre d'accès pour... Il est libre d'accès pour les particuliers. Voilà. Tout à fait, c'est ce qu'on avait décidé. Et effectivement, lorsqu'on a passé la gestion Au camping, on a fait un oubli. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de créer un nouveau tarif d'occupation du domaine public pour l'utilisation d'un cours de tennis à l'heure. Décide d'appliquer le tarif de 6 € le cours de tennis par heure d'utilisation. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Puisque tu as la parole. Voilà, je continue. Donc, création encore d'un nouveau tarif, occupation de la salle de motricité dans l'enceinte de l'école. Vous voyez tous, hein, c'est tout parfait. Donc, il se trouve que des personnes souhaiteraient pouvoir utiliser la salle de motricité en dehors du temps scolaire pour la pratique de diverses activités. Alors, par exemple, ça peut être des cours de danse. Là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Ce serait des cours donc, à destination des enfants qui sont en très bas âge avec les parents, accompagnés des parents. Donc, on trouvait que ça correspondait assez bien à la salle de motricité. Donc, on souhaiterait pouvoir leur proposer cette location. Parce qu'elle n'est pas très grande, elle est assez conviviale et adaptée à ce genre de cours. Donc on est d'accord que ce serait uniquement pendant la période scolaire, mais en dehors des heures de cours, donc c'est-à-dire le mercredi et le samedi. Alors on peut peut-être préciser que des personnes souhaitent pouvoir utiliser la salle de motricité en dehors du temps scolaire pour la pratique des activités, à destination des enfants. Non. C'est ce qu'on avait dit qu'on ajoutait tout à fait. Oui, on l'a communiqué. À destination des enfants allant, on voulait aussi cibler un peu l'âge. On ne cible pas. Non, l'objectif c'est de faire en sorte que ce ne sera pas forcément des tout petits. Ce ne sera pas des grands parce que la salle est trop petite en fait. Bah, l'âge de notre école, quoi. L'école élémentaire en fait, jusqu'à 11 ans. Nos enfants. Ou bien on ferme trop. Et quand on parle de personnes, c'est des professionnels associations ou il y a aussi... Alors c'est pas une association, là en l'occurrence ce sont des professionnels. D'accord. Donc c'est un couple qui habite la commune et qui souhaiterait pouvoir donner des cours de danse, enfin de motricité, de mobilité il y aurait à peu près 3 enfants ou 4 enfants avec les parents. Mais à un âge, il faut mettre à destination des enfants d'une école primaire. Et puis voilà. Oui, l'école élémentaire.
Là, je fais l'école de 3 à 11 ans. Ah, ça peut être en dessous de 3 ans. Bah oui, Non, de 0 à 12 ans. pas mettre d'âge. Là, je me. Imaginons que ça dépasse un peu, parce qu'un enfant peut être. Voilà, tout à fait. Et il peut être en dessous. Et au niveau des assurances, alors c'est qui Alors, on s'est renseigné, effectivement, c'est pris en charge par notre Alors nous, on a une assurance, mais les professionnels ont forcément une assurance. Comme une association, les associations ont des assurances. Vous pensez toujours à leur demander Bien sûr, mais c'est dans le cadre de l'allocation, c'est bon. Dans le cadre du dossier, on demande forcément le papier d'assurance. D'accord. Tu peux relire donc à destination des enfants. Alors, des personnes souhaiteraient pouvoir utiliser la salle de motricité en dehors du temps scolaire pour la pratique de diverses activités à destination Des enfants. des enfants. les enfants tout Bien, ça va jusqu'à 17 Non, ans. ouais. Les enfants du primaire. De 3 à 10 Des ans. enfants du primaire. 3 à 10 ans. Primaire, Ouais, des des enfants. Des enfants du primaire. Du primaire. On change encore. Mais j'avais Là, déjà qu'on change. Juste, je me permets sur les enfants de primaire, donc c'est à partir de 3 ans, mais il y a des associations qui font des trucs de motricité à partir de 0 à 3 ans. Oui. Donc là, ça ferme la porte à ce type de Mais là, on met à destination. Ah oui. Jusqu'au Primaire, primaire. c'est 3-10 ans. Oui. Jusqu'à la fin du Les primaire. enfants jusqu'à la fin du primaire. Ou de 0 à 10 ans, ou de 0 à 12 ans. Et puis, C'est vrai que c'est pas mal. Petit, Mm. 0,12. à destination des enfants. Le 0 Zéro, c'est bien. Un roi, ça me paraît un peu Juste bizarre. Jusqu'à 11 ans. On pourrait peut-être Tous à la fois. Jusqu'à 11 ans. jusqu'à 12 ans. Donc, à destination des enfants jusqu'à 12 ans. Ça vous convient? Voilà. Très bien. Donc, le conseil municipal, après il y a une autre question, non? Non. Alors, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de créer un nouveau tarif d'occupation pour l'utilisation de la salle de motricité située dans l'enceinte de l'école, rue Chemin de la Vigne, en dehors du temps scolaire. Décide d'appliquer le tarif de 7 € par heure, par jour, d'occupation. Oui, voilà, d'occupation de la salle de motricité. C'est pas 7 € par jour. Non, c'est pas par heure. Il n'y a pas par jour. Oui. Par jour. C'est ça que j'avais ripé. C'est copier-coller de. On y arrive. Donc, Avez-vous d'autres questions Voilà. avant qu'on passe au vote? Non. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Donc, question numéro 9 maintenant, la prise en charge d'une crémation d'un indigent, malheureusement. Donc, Anaïs qui s'est occupée aussi de Selon les termes de l'article L 2223-27 du Code général des collectivités territoriales, le maire pourvoit à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance. La commune est amenée à prendre en charge ou à avancer les frais d'obsèques pour les indigents, mais également pour les personnes décédées dont la situation financière ou celle de leur famille ne permet pas de pouvoir acquitter ces frais. Dois-je nommer le nom de ce monsieur? Non, Non, justement. Ce monsieur habite dans la commune. Il est décédé le 6 novembre 2023 à son domicile. Il ne disposait pas de ressources suffisantes. Devant la situation familiale de ses ascendants, à l'encontre desquels la commune a la possibilité de se retourner, et devant le délai imposé pour l'inhumation d'un défunt, plusieurs devis ont été établis par des pompes funèbres du secteur. Le devis établi par les pompes funèbres Poitvin, à Bourbet, enfin Boussé-sur-Mer, a été validé pour un montant de 1989,20 € TTC pour l'organisation des obsèques et les frais de prise en charge du corps à partir du domicile par les pompes funèbres Fleur-Coutine à la Mélière plus du Nord ont été validés pour un montant de 205 € TTC. Donc,
que c'est difficile d'avoir des questions parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc je poursuis. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc accepte d'avancer les frais d'obsèques de ce monsieur débuté le 16 avril 1973 et décédé le 6 novembre 23 en son domicile, donc la SAGEPU, selon les devis des pompes funèbres Poitvin et Planchotine, d'un montant total de 2194 € 20 TTC. Précise que la famille du dauphin n'étant pas démunie de ressources, la collectivité adressera le montant des frais engagés pour remboursement. Précise que la dépense sera inscrite sur le budget de la commune, imputation 678, dépenses exceptionnelles. Eh bien, oui, je vous propose de voter. C'est pour. Alors la question 10, on a dit qu'on l'a supprimée. Après, c'est la question numéro 11, portant, là c'est le sujet, attribution de chèques cadeaux aux agents territoriaux et contractuels de la collectivité. Madame Blaise, vous pouvez continuer. Donc, la collectivité a décidé d'attribuer aux agents communaux un cadeau de fin d'année sous la forme de cartes, bons ou chèques cadeaux. Vu le Code général de la fonction publique, notamment les articles L 731-1 à 5, vu les règlements URSSAF en matière d'action sociale, vu l'avis du Conseil d'État du 23 octobre 2003, numéro 3693-15, considérant que les prestations d'action sociale individuelles ou collectives sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir, article L 731-3 du CGFT, considérant qu'une valeur peu élevée de chèque cadeau attribué à l'occasion de Noël n'est pas assimilable à un complément de rémunération, considérant que l'Assemblée délibérante reste libre de déterminer les types d'actions, le montant des dépenses, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, article 1er, la commune attribue des chèques cadeaux aux agents suivants: titulaires, stagiaires, contractuels CDI, contractuels CDD. Article 2. Ces chèques cadeaux sont attribués à l'occasion de la fête de Noël dans les conditions suivantes. Chèque cadeau de 40 € par agent. Article 3. Ces chèques cadeaux sont distribués aux agents en décembre pour les achats de Noël. Ils devront être utilisés dans l'esprit cadeau. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés pour l'alimentation non festive, l'essence, le tabac, les débits de boissons, les jeux de hasard. Article 4. Les crédits prévus à cet effet sont inscrits au budget, chapitre 012, article 64-88. Avez-vous des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Merci Paul. En décision budgétaire, question numéro 12. Nous avons obligation de faire une décision modificative numéro 2, puisque nous avons déjà fait le premier il y a quelques temps. Donc une décision modificative a pour objectif d'ajuster les prévisions inscrites au budget primitif. En effet, lors de l'élaboration du budget, la commune prévoit les dépenses et les recettes pour les sections de fonctionnement et d'investissement avec une estimation la plus sincère possible. Or, au fur et à mesure de l'exécution, il est possible que certains postes aient été sous-estimés ou surestimés. De plus, des besoins nouveaux peuvent apparaître et nécessitent inscription de crédits budgétaires complémentaires. Dans ce contexte, la décision modificative ajuste les prévisions et complète les crédits budgétaires en fonction des nouveaux besoins. Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur la décision modificative numéro 2 du budget principal présenté ci-dessous. En fonctionnement, la commune fait face à une augmentation des dépenses du personnel pour plusieurs raisons. La revalorisation des salaires qui a eu lieu en juillet dernier, plusieurs arrêts maladie qui nous ont mis dans l'obligation de recruter du personnel remplaçant. Alors effectivement, on a notre fameuse assurance statutaire qui nous rembourse, mais ça ne vient pas sur la ligne budgétaire du personnel, c'est sur un autre compte. Donc, donc voilà.
Et puis, l'embauche d'une AESH pour accompagner un enfant en situation de handicap pour les temps périscolaires. Donc il convient de prévoir des crédits au chapitre 12 des articles suivants, donc en dépenses de fonctionnement, charge du personnel, donc 6 411 d'amélioration du personnel titulaire, plus 17 000 euros, personnel non titulaire, plus 23 000. Évidemment, derrière, les cotisations d'URSSAF, plus 7 500, les cotisations aux caisses de retraite, plus 6 000, la cotisation à Pôle emploi, 500 euros, et les autres charges, 1 000 euros. Au chapitre 12, charges exceptionnelles, donc les 55 000 euros. Oui, c'est ça. Donc le conseil municipal, après en avoir décidé, a mis un avis à la décision modificative numéro 2 pour le budget principal tel que présenté ci-dessus. Avez-vous des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, qui est pour? Notre l'unanimité, merci. Donc, question numéro 13, désignation d'un référent déontologique. Donc, c'est Madame Lorette. Je vous donne la parole. Merci. Donc, alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu la loi 2015-366 du 31 mars 2015, vu la loi numéro 2022-217 du 21 février 2022, vu le décret numéro 2022-1520 du 6 décembre 2022, vu l'arrêté du 6 décembre 2022, vu le courrier du président de l'AMF, considérant que tout élu local peut consulter un référent déontologique. Alors, déontologue, moi je veux bien, mais moi je préfère déontologique, si c'est possible, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local. Considérant que les missions de référent déontologique sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences, que les missions de référent déontologique peuvent notamment être assurées par une personne n'exerçant au sein de la collectivité auprès desquelles elle est désignée aucun mandat d'élu local, n'en exerçant plus depuis au moins 3 ans, n'étant pas agent de ces collectivités et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celle-ci. Considérant l'accord de la personne désignée, donc il s'agit de M. Olivier Dubré, donc, avez-vous des questions à ce sujet? J'ai d'autres choses à lire. Donc, M. Olivier Dubré est nommé en qualité de référent déontologique des élus jusqu'à expiration du mandat 2020-2026. Au terme de cette durée, il peut être procédé dans les mêmes conditions au renouvellement de sa mission. À la demande de chaque référent déontologique, il peut être mis fin à ses fonctions. 2. Modalité de saisie du référent. Tout élu local de la collectivité pourra saisir le référent déontologique relevant de l'article 1. Le référent déontologique pourra être saisi directement par les élus par voie écrite, de préférence par mail, précisant dans son objet saisine du référent déontologique, nom de la collectivité et confidentiel. Une adresse mail sera créée et sécurisée par le CDG 22 au bénéfice du référent déontologique. Toute demande fera l'objet d'un accusé de réception par le référent déontologique, saisi qui mentionnera la date de réception et rappellera le cadre réglementaire de la réponse. Le référent étudiera les éléments transmis par l'élu, pourra demander des informations complémentaires par écrit ou à l'oral et pourra recevoir l'élu afin de préparer son conseil. Article 3. Modalité de délivrance du conseil. Le référent déontologique doit exercer sa mission en toute indépendance et impartialité. À cet égard, il ne peut recevoir d'injonction extérieure. Le référent communiquera l'avis à l'élu concerné dans un délai raisonnable et proportionné à la complexité de la demande par écrit ou par oral,
fonction du souhait de l'élu concerné. Les avis et conseils donnés par le référent déontologique demeurent consultatifs. Article 4. Obligation du référent déontologique local. Le référent déontologique élu local est tenu au secret professionnel et à la discrétion professionnelle dans les conditions définies par l'article 6 décembre 2022, ainsi que les articles 226-13 et 14 du Code pénal. Article 5. Indépendance et impartialité du référent déontologique. La fonction du référent élu locaux est assurée de manière indépendante et impartiale. Dans l'exercice de ses fonctions, le référent déontologique élu locaux ne peut solliciter ni recevoir d'injonction de la direction générale ou de l'autorité territoriale. Donc en fait, c'est une obligation légale d'en désigner un. On a cherché pas mal. On a trouvé enfin quelqu'un qui acceptait cette mission. Oui. À moins que vous ayez des questions. Qui est pour désigner M. Olivier Lebris? Tout le monde à l'unanimité. Merci. Donc on passe à la question 14, avenant numéro 1, donc à la convention, j'espère qu'il n'y en aura pas deux d'ailleurs, à la convention de partenariat pour le projet de construction du centre d'incendie et de secours de Bossé-sur-Mer. Donc entre la commune de Bossé-sur-Mer, représentée par son maire, M. Eugène Carreau, autorisé par délibération 2018-138 en date du 20 décembre 2018, et la commune de Saint-Jacques-de-la-Mer, représentée par son maire. Et là, je me demande si c'est pas, faut qu'on mette madame Claire Anderson. Parce qu'à l'époque, j'étais à Saint-Jacques, j'étais pour maire. Donc il faut qu'on mette Claire Anderson. C'est moi qui l'ai tapé, c'est que je me suis trompé. Donc, voilà, autorisé par en délibération en date du 4 octobre 2018. Donc, l'article 1, la présente convention a pour objet de repréciser les modalités de financement de la construction du centre d'incendie et de secours les Ébiens de Bossé-sur-Mer entre les différentes communes participant à l'opération. La commune de Bossé-sur-Mer participe au financement à hauteur de 70% du projet et le SDIS des Côtes d'Armor à hauteur de 30%, comme convenu dans la convention signée entre les deux parties le 31 octobre 2018. Les 70% incombants à Bossé-sur-Mer sont répartis entre les différentes communes souhaitant participer financièrement à la construction du centre d'incendie de secours, Lancieux et Saint-Jacques-de-la-Mer. Article 2. Le bilan financier de l'opération de construction, incluant l'ensemble des dépenses engagées, s'établit à 878 819,55 centimes hors taxe, soit une différence de 45 486,55 hors taxe, dont 13 645,97 €, donc à la charge du 10. Pour mémoire, le montant prévisionnel était estimé donc à 833 333. 878 830